Merci beaucoup pour l'invitation, mesdames et messieurs. Je me félicite d'être des vôtres ce soir, mesdames et messieurs. Et je me félicite surtout de l'invitation qui m'est faite, que je puisse vous présenter ma particularité biographique avec le syndrome Asperger pour vous fournir quelques renseignements. On m'avait dit que je devais faire une petite narration, suivant les circonstances, comment j'ai vécu ma filière d'étudiant, c'est la première partie, et au-delà de la formation et de l'éducation, de quelle façon je travaille de façon professionnelle avec mes collègues, quelles sont les expériences que je fais si je rencontre des personnes qui, comme moi, ont dans le syndrome d'Asperger, et si je fais moi-même un tel diagnostic, comment je réagis par rapport aux uns et par rapport aux autres. Je travaille depuis une dizaine d'années auprès de la clinique universitaire pour la pédiopsychiatrie et la psychothérapie à Berne, dans un ambulatoire en partie. Je travaille en milieu résidentiel et stationnaire, notamment pour les enfants ou dans la clinique de jour. On fait appel à mes services pour parler, pour cogiter, pour donner un coup de main, peut-être aussi en matière de réflexion spécifique à l'autisme. J'ai étudié à Zurich, à l'université, la pédagogie et la psychologie. Et en tant que telle, cette filière, eh bien, m'avait beaucoup, en quelque sorte, fasciné. Penser avec les gens, mais à distance. J'ai lu beaucoup de livres et j'avais toujours un peu l'impression qu'il allait se densifiant quand j'étais ado, que je lisais sur les hommes, mais j'évitais les hommes, ils étaient trop compliqués pour moi. Ils ne sont pas exprimés de façon précise, trop d'argot parfois, et pas assez aussi, en quelque sorte, le langage logique, le langage même, le narratif que je comprenais mieux, et que j'aurais mieux compris si les gens l'avaient parlé. Et on peut dire que les personnes qui souffrent d'Asperger ont des particularités invisibles. Par exemple, si vous regardez à l'heure actuelle, vous le connaissez vous-même, peut-être vous tous qui êtes ici, je pense que vous avez fait beaucoup d'expériences comme parents, aussi comme concernés ou comme proches, en matière de personnes autistes ou ayant le syndrome d'Asperger. Vous savez que beaucoup de choses, on ne peut pas les voir. Par exemple, on me voit parler ici, tout à fait normal, et cela ne frappe pas que les parois dans cette salle qui ont en quelque sorte un certain schéma, donc un schéma ligneux avec des rayures, et bien que cela toujours est en train de bouger dans mon champ visuel, et ça scintille pendant que je parle, comme si c'était en incendie. Je peux y composer parce que je peux parler de ma particularité, mon domaine, ma motivation est très grande, je suis extrêmement concentré, je me focalise sur moi-même, je sais qu'il y a un auditoire spécifique, distingué, qui agit en connaissance des causes et qui me connaissent. C'est pourquoi le stress est beaucoup moins grand que si j'étais seul dans une salle ou dans une classe, devant des mômes ou peut-être n'importe où je devrais apprendre quelque chose qui n'a aucune acquaintance avec moi, ou guère d'acquaintance avec moi. Quelle est la conséquence de particularité que j'ai qualifiée d'invisible tout à l'heure? Ne pas savoir, ne pas détecter que des particularités existent, que quelqu'un, par exemple, a besoin d'aide, qui ne détonne pas dans le décor, mais il aurait quand même besoin d'aide, le cas échéant. Et il ne le dit pas. Que quelqu'un a besoin d'aide, qui a une forte cognition et qui peut-être a aussi un narratif très différencié, peut-être même universitaire. Que quelqu'un qui s'exprime relativement bien, eh bien, ne peut pas téléphoner, ne peut pas donner un coup de fil. Que quelqu'un qui a beaucoup de capacités, même s'il ne sait guère se communiquer. Chez moi, eh bien, j'étais plutôt taciturne, plutôt recroquevillé. Je ne parlais uniquement si c'était absolument indispensable. Et je ne savais pas pourquoi donc j'aurais dû parler. Je n'avais rien à dire. Je n'ai pas conçu le sens pourquoi je devrais donc m'en ouvrir aux autres. Donc j'étais plutôt recroquevillé, plutôt tranquille, taciturne, et les gens me disaient, tiens, ce drôle de séculier, quel drôle de bonhomme, peut-il penser, peut-il verbaliser, a-t-il assez de jugeote pour pouvoir s'exprimer? Et par la suite, il y a aussi donc des explications inappropriées du contexte, mais qui ne sont pas mal intentionnées, il faut que je le dise, mais qui sont des égards, on dise, des curieux, un drôle de coucou en quelque sorte, bizarroïde,
parfois peut-être aussi un peu négatif ou très négatif. Tu es vraiment une personne cinglée. Tu es très tranquille, me dit-on aussi. Eh bien, tu es en quelque sorte un maison pas trop drôle. Je suis auprès de mon coiffeur, je ne dis rien, et on discute beaucoup près du coiffeur. Moi, je ne dis rien, parce que je trouve que c'est inutile. Et il disait, tiens, tiens, les eaux troubles, n'est-ce pas, qui n'ont guère de fondement, me disait-il. Tu n'as rien à dire après tout. Un vieux monsieur, donc attendait à ce qu'il passe au tourniquet, et tôt ou tard, il disait comme ça, dans ce salon, eh bien voilà, des eaux troubles, elles ne disent rien. Et avec de telles allégations, que je peux très bien dire parce que je comprends ce qu'il voulait dire, mais à l'époque, eh bien, j'étais troublé parce que j'étais une eau trouble. Je ruminais pourquoi je suis entre les autres, me disais-je, ou pourquoi les autres doivent-ils toujours parler quand on leur coupe les tifs. De temps en temps, il est possible aussi que l'on pense, eh bien, c'est un bonhomme crédule, naïf. J'ai appris de rester poli, courtois, ce qui veut dire que cette politesse, cette courtoisie, eh bien, j'en fais une démonstration ostentatoire. Je souris, je regarde les gens droit dans les yeux. Mais il faut que vous sachiez, autrefois, c'était encore pour moi plus difficile de vous regarder dans les yeux. Cela me gênait, je pouvais mieux me concentrer si donc je regardais par-dessus les personnes. Ou à travers les personnes, j'avais uniquement analysé leur narratif et non pas leur gestuelle, ou leur mimétisme, ou leur visage, ou leurs yeux surtout. Si bien que, dans ce domaine, de temps en temps, quand je voulais être poli et que je m'efforçais qu'on comprenne que je suis poli, je regardais les visages, les faciès, je donc hochais, je souriais, mais je n'ai rien compris du tout. J'étais comme découplé. Et quand on m'adressait la parole, je ne savais pas ce qu'on m'avait dit, et je ne savais pas non plus si je disais oui ou non, ou une autre sagacité. Et je réalisais partant que des choses auraient été vues si je les avais compris. J'avais donc pas tendu l'oreille, me disait-on, et on me présentait comme naïf, un peu replié sur soi-même et surtout indéfinissable. Oui, indéfinissable, pas te définir, pas te cerner. Tu n'es pas très clair car tu dis presque rien. On ne sait pas de quel bois tu te chauffes. Ma motivation socio-professionnelle. Comme je l'ai dit d'emblée, la pensée des hommes m'intéresse très fortement. Pendant ma filière universitaire, j'essayais auprès des professeurs de détecter des schémas, des balises référentielles intellectuelles. Parce qu'on m'avait toujours dit, si en tant qu'étudiant, tu dois uniquement tendre l'oreille comme les profs te causent, et par la suite tu sais leurs questions, et qu'ils ont la science infuse, et tu connais la typologie du prof, son caractère, sa typologie, et tu sais quelle direction il reprend quand il pose telle et telle question, et je ne le savais absolument pas. Et je commençais petit à petit, de fil en aiguille, pendant ma filière, de faire des dessins, des pensées des professeurs, comme je les dessinais. Donc j'ai analysé leurs phrases et j'ai regardé comment sont-elles enchevêtrées ces phrases et quelle est donc la différenciation de l'enchevêtrement à l'intérieur de cette sémantique. Et je fais des arbres avec des ramifications parce que c'est auprès de chaque prof tout à fait différent, chez les hommes comme chez les femmes. Et je me suis donné sacrément de peine. Et bien on disait, regarde comme ils bougent, comme ils sont, comme ça tu verras bien comment ils vont structurer leurs examens. Et j'ai commencé donc à voir un peu leur visage, leur gestuelle. Et j'ai réalisé, par exemple, si le prof était un peu excité, si par la suite il commençait un peu à gigoter ou en quelque sorte à s'agiter, je me disais, excitation veut dire il est en train de battre avec les mains. S'il trouve une chose excitante, alors il se penche un tout petit peu avec le thorax. Mais même cela ne se stabilisait pas parce que j'ai réalisé que de temps en temps, il trouvait une chose excitante dans la mesure où il penchait en avant, ce qui me contredisait, et une autre fois, il ne le faisait pas. Et j'étais dérouté. Et quand même, c'est intéressant de le constater. Donc j'ai vu de cette façon, je ne sais pas à quoi je m'en tiens, quelles seront ses questions professorales ou quel est son caractère. Donc cela ne me donnait pas vraiment un coup de pouce, quelles que fussent mes intentions. Autrefois, avant même que la pensée des gens commençait à m'intéresser, c'était la corporalité des gens qui m'interpellait. Je voulais savoir quelle est donc sa taille, quelle est ta taille, et j'avais des listes dans ma tête, je les ai faites de chaque personne et je retenais sa taille, sa corporalité et sa taille.
ça allait aussi loin que j'étais tellement à l'affût de ce genre de chiffres presque magiques que je commençais dans les films que je regardais, eh bien cet artiste a telle et telle taille, et lorsqu'il était dans une embrasure de porte qui avait une moyenne comme ça, eh bien, il doit correspondre grosso modo à ce référentiel par rapport à l'autre qui, en quelque sorte, se cogne sa tronche dans la même embrasure. J'étais toujours en train de calculer et de comparer par temps. J'avais lu certaines biographies de la part de grandes célébrités, aussi avec l'objectif d'en savoir plus sur leur taille, sur leur corporéité. Et c'était pour moi un aspect extrêmement important. Pourquoi? Eh bien, bien plus tard, on m'avait dit, eh bien, que j'ai donc une préoccupation des patients, je ne peux pas donc me retenir donc des faciès. J'ai besoin d'autres informations pour identifier les personnes, de les revoir pour que je retienne leur visage ou leur faciès. Donc, ma famille d'origine, pas de problème avec la parentèle, je les reconnais partout, pour le meilleur et pour le pire. Mais les personnes qui sont nouvelles dans ma vie, j'ai besoin très longtemps pour les remémorer. La taille m'a donné un coup de main de retenir les humains. Cette personne m'aborde avec telle et telle taille, avec cette coupe de cheveux, ça pourrait être tel kidam. Non, ce n'est pas ce kidam, 10 centimètres manquent encore. Ce n'est pas la même personne par rapport à la grandeur. Eh bien, j'essayais donc de séparer les uns des autres de façon quasi catégorielle et j'ai plutôt bien réussi. Pour les études, c'était plus difficile. Parfois, il arrivait, eh bien, que je posais la question, est-ce que je peux faire une copie? Je te donne la copie plus tard, mais à qui dois-je retourner cela? Je ne le reconnais plus. Il est devenu inconnu. Et parfois, une étudiante, je disais à une étudiante, rappelle-toi cette personne-là, où j'ai donc prêté donc mon manuscrit, qui m'a donné son manuscrit, et elle me disait, mais c'est curieux, mais retiens-le toi-même, qu'est-ce que tu veux que je... Donc elle m'a dit, mais tu ne peux pas retenir sur toi-même. Je dis, non, je ne peux pas, j'oublie cela, je ne retiens pas les faciès. Et maintenant j'en fais un saut, je plonge directement dans ma vie socio-professionnelle. Eh bien, c'est aussi que j'ai besoin de quelques mois jusqu'à ce que je connaisse toutes les collègues de l'école où je travaille. C'était assez difficile et lorsque je pénétrais dans mon bureau et que quelqu'un venait à ma rencontre, je ne savais pas est-ce que c'est donc une collègue de travail ou est-ce que c'est la maman d'un gosse. Et j'attendais que la personne se présentait. Si elle se disait « Salut Mathias », quand c'était clair, elle me connaît. C'est dit « Bonjour monsieur », tiens, elle ne me connaît pas. Ou guère, et je savais que c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de corrélation avec moi. Et moi-même, j'ai toujours dit salut ou allô. Parce que comme ça, on parle de problèmes. On dit bonjour, allô, etc. Ou hello. Donc, madame, pas de différence. Pas besoin de dire un nom en tout cas. Après la taille, une autre chose a commencé à m'interpeller, parfois m'interloquer, à savoir le quotient d'intelligence. Ça, c'est une autre paire de manches. La taille, je pouvais dire quelle est votre taille, quelle est votre pointure, pas de problème. Mais dire quelle est votre intelligence, quel est votre quotient d'intelligence, là, on ne reçoit pas vraiment des réponses qui sont tout à fait sympathiques, ce que je comprends tout à fait par ailleurs. Il y a certaines vérités sinistres. Que veut-il dire le quotient? Pas grand-chose. Et si nous pensons qu'il y a des autistes, que dit le code d'intelligence auprès d'autistes ou de personnes frappées d'Asperger? Parfois, on a plus ou moins une transfiguration de ce que la personne pense qu'il y a Asperger, à de quoi la personne est capable, mais souvent, il faut tenir pour quasi certain que le quotient d'intelligence est plutôt comme un quotient de flexibilité. Il mesure la flexibilité, la souplesse opératoire de l'humain, et cette dernière, en partie, est déjà un peu réduite, parfois réductionniste. Donc, le prétendu quotient d'intelligence est très réduit, parce que on ne peut pas, en quelque sorte, de passer d'une sous-cohorte ou d'une sous-catégorie à une autre, parce que cela aurait trop d'irritation, d'irritabilité, et qu'on ne peut pas, en quelque sorte, savoir de quoi il est bien question. Ce qui m'intéressait, c'était aussi, en quelque sorte, le talent et le handicap. Comment quelqu'un est-il talentueux et simultanément, comme on dit, frappé de handicap? Et bien sûr que cela fait bon ménage. Pourquoi cela serait-il contradictoire ou antinomique? Il y a beaucoup de combinaisons dans la vie, et pourquoi pas celle-ci? Pendant mes études,
j'étais mentor pour des enfants super doués qui avaient des problèmes d'apprentissage ou qui avaient une grande intelligence mais de mauvaises notes, alors qu'ils avaient une intelligence qualifiée de géniale. D'aucuns de ces gosses étaient frappés d'autisme, sans le savoir peut-être. J'en viens donc à l'irritation du contexte, l'irritation du monde ambiant, ce que je vis tant et plus. Si des personnes rencontrent des personnes ayant le syndrome Asperger, quelles sont les choses qui irritent, qui interloquent? Eh bien, il est possible que quelqu'un qui a ce syndrome soit ne pose pas de questions ou alors, sous les auspices des non-concernés, pose des questions bizarres. Chez moi, eh bien, quand je travaille au bureau, si quelqu'un quitte le bureau, eh bien, je pose la question, mais qui vient après toi, puisque tu en vas? Et qui va dans quel bureau? Et si la personne, donc, a un départ et ne travaille plus chez nous, et que l'autre personne est embauchée, dans quel bureau ira-t-elle? Donc, il m'importait de dire qui est dans quel bureau, qui est localisé où, et c'est pour moi une attribution qui me donnait quelques balises, donc la corrélation de l'humain que je connaissais avec sa contextualité, avec sa localité, où il se meut le clair de son temps. Cela peut être un avantage aussi, que si donc je vois cette personne dans le couloir, je vois à proximité du bureau où je sais une personne qui vient d'arriver dans son bureau, eh bien tiens, il y a une probabilité que c'est précisément cette personne-là parce qu'elle se meut près du bureau. Donc avec cette espèce de question combinatrice un peu curieuse, j'ai réussi à localiser les personnes pour m'orienter et pour orienter les autres. Donc cela m'a donné un coup de main de me socialiser et de mieux reconnaître ma propre sociabilité. Il est possible aussi qu'on réalise que quelqu'un pose une question qui est hors du contexte. De temps en temps, quand on travaille, si on discutait en réseau, comme on dit, et j'entendais un drôle de bruit, eh bien, on peut dire quand je dis, mais qu'est-ce que c'est pour un sacré boucan? Les autres nous disent alors, mais c'est tout à fait non pertinent, ce bouquin, peu importe, on ne discute pas de ça. Oui, disais-je, pour la plupart, c'est tout à fait sans aucune espèce d'importance. Mais si vous avez donc une perception autiste et que votre attention se fait détourner par les informations, on ne sait pas quelles sont les infos qui sont pertinentes pour qu'on puisse aussi avoir un niveau d'action et quelles sont les informations dont j'ai besoin pour aborder le niveau d'action des autres. Parce que tout a la même importance et il n'y a pas d'avant et d'après-scène. Et ce qui est important peut rentrer dans le rang et ce qui est en sourdine peut donc en quelque sorte émerger. Auprès des autres humains, disent « j'ai rien à voir avec cela, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas ». Pas besoin de cela, quelque chose que je peux évacuer de ma tête, dirais-je. Chez moi, ce n'est pas le cas. Chez moi, très souvent, eh bien, j'étais en pleine discussion et je quitte la salle. Donc, je suis en dialogue avec quelqu'un et soudain, eh bien, je me casse. Et cela peut être très irritant. Parce que la plupart des personnes qui sont irritées disent « il voulait me dire davantage » et voilà que le bonhomme se casse, ou il voulait que je dise quelque chose. Mais pour ce faire, il faut qu'on sache à partir de quand un débat est terminé, s'il y a encore un autre chapitre qui se rajoute, ou si soi-même on a encore son grain de sel à donner. Et cela, souvent, je l'ignorais presque toujours. Aujourd'hui, je vais un peu mieux, parce qu'aujourd'hui, je peux davantage m'identifier avec le contexte des personnes. Mais autrefois, donc, je quittais, donc l'autre est en train de discuter, et moi, comme si rien n'était, je disais cette petite pause, il a terminé la discussion, alors qu'il est uniquement en train de respirer. Pendant mon travail, j'ai commencé auprès de mes potes au travail, de mes camarades de travail, auprès aussi de mes différents chefs, et chefs aussi. J'ai commencé à regarder comment ils terminent leurs phrases, respectivement, quel est un des derniers mots avant que la discussion se termine ou se meure. Et j'ai vu que d'aucuns et d'aucunes, eh bien, disent « Eh bien voilà, monsieur Hubert, n'est-ce pas ?» C'est-à-dire maintenant, la discussion où quelqu'un dit « Eh bien très bien, voilà. » Ou encore « Tiens, mais tiens, tiens. » Donc un tiens très grave et souvent c'est en quelque sorte le point d'orgue. Tiens, maintenant, nous allons petit à petit nous serrer la pince et nous quitter. Ces différentes choses, on peut essayer de les remémorer, cela fonctionne. Parfois, souvent, mais pas toujours. Il est possible que si donc vous êtes trop stressé, que vous oubliez tout cela, donc là tout se déglingue, la tête vous tourne comme une toupie, et il est possible que alors je
des valses, et c'est beaucoup trop tôt, où je reste là, je suis assis alors que tout le monde aurait envie de quitter la salle et que mon disputant aimerait que je quitte. Possible aussi le cas que je reste alors que je devrais partir. Donc j'ai appris, et le contexte avec moi a appris aussi très bien. Alors maintenant on a terminé, la discussion est achevée, on peut dire bonsoir. Si je ne le réalise pas, eh bien qu'on me le dit, en toute verbalisation, et tout est clair. Il est possible aussi, eh bien, qu'on discute de façon filandreuse pour les autres, trop grave et trop filandreuse. Et c'est filandreux, pas du tout pour moi alors, mais c'est très précis et ponctuel. Donc je structure mon texte, c'est comme je voyais défiler un film, je vois même comment les phrases se construisent, comment les mots se juxtaposent dans mon fort intérieur, comment je me vois parler, comme quelqu'un qui marche, et je sais, je vais jusque-là. Et par la suite, la subordonnée est terminée. Et quand l'autre dit, c'est très bien, peut-être arrête ou fait donc une petite déviation, eh bien cela ne se fait pas du jour au lendemain, parce que je vois encore ce que j'aurais dû dire pour terminer la sentence. Il est possible que je pars, bien comme il dit que je devrais me taire. Non pas que j'aimerais être mal poli, ou parce que je crois, eh bien je suis le caïd, non, je veux terminer la sentence pour que cette phrase soit en équilibre. Sinon elle ne l'est pas. Donc ce stop and go, c'est pas ma tasse de thé, fonctionne souvent pas auprès des autistes. Si ça fonctionne, c'est une leçon difficile. Autrefois, je commence uniquement à parler lorsque j'avais tout préparé le texte dans ma tête. Je n'aurais jamais réussi donc à cracher les mots individuellement, à les juxtaposer et pendant le narratif, encore en quelque sorte les développer intellectuellement. Cela aurait été beaucoup trop, ça aurait été l'imbrouillé et tout à fait imprédictable. Donc souvent, j'ai longtemps réfléchi. Tôt ou tard, j'avais donc le texte devant moi intellectuellement et par la suite, je mitraillais. Mais à une cadence, une rapidité époustouflante parce que je savais ce que je voulais dire. C'est comme si j'avais mémoré le texte, je le savais par cœur. Je le récitais comme un auteur et les gens étaient un peu cruels. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu n'es pas un acteur, répète ça, on ne comprend plus rien. Mais n'allez pas. J'étais dérouté quand on me disait ça, parce que cela aurait signifié que j'aurais encore une fois dû remémorer le texte. Cela donc aurait pris son temps, jusqu'à ce que j'aurais pu donc le mitrailler une deuxième fois avec la même cadence, au demeurant. Donc, il y a encore en quelque sorte des réponses latentes. Donc, si vous discutez avec des gens d'Asperger en contact, en dialogue, et vous posez une question, eh bien, c'est un peu décalé jusqu'à ce que la réponse soit bien plus longue que normalement. Bon. Et cela s'explique par le fait que très souvent, on doit réfléchir avant qu'on ne parle. Et comment la question est interprétée, comment elle est formulée, c'est une première chose. Chaque question, on peut donc la disséquer, on peut la comprendre autrement. De quelle façon compte répondre à cette question? Donc, que dois-je dire à autrui afin que pour autrui, la réponse soit calquée sur la question? On ne le sait souvent pas. J'avais une bonne tactique autrefois. Je vais dire oui, oui, je ne sais pas. C'était un peu la triade de ma réponse. Oui, non, je ne sais pas. 3 allégations que j'ai craché le plus. Une quatrième encore, je m'en fiche. Peu importe. Je m'en fous. Parce que tout le reste, j'aurais dû être très chronophage pour y réfléchir et pour verbaliser, et je n'avais pas ce laps de temps. Et le contexte ne savait pas qu'ils auraient dû me donner ce texte pour que je formule ma phrase, parce que les personnes sans autisme, eh bien, si donc ils discutent les uns avec les autres, s'ils se causent et qu'il y a des pauses dans la locution ou quelqu'un donc ne répond pas à une question, eh bien, les personnes sans autisme se sentent gênées, se sentent agitées. Curieux, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, eh bien, c'est un peu pénible, on m'avait déjà dit, c'est une situation tendue. Souvent, je suis à l'étranger avec mes chefs et avec mes collègues de travail et ils disent comment c'est pour eux. Et je dis comment c'est pour moi. Et par exemple, on peut comparer. Où y a-t-il des différences? Où y a-t-il aussi des similitudes, voire des identités? Tout cela veut dire que le cas échéant, comme personne avec Asperger, on ne peut pas être stoppé comme c'est le cas des individus dits normaux. Arrête, cesse, il y en a marre, ça suffit, c'en est assez. La ferme, c'est un peu difficile chez nous.
ou encore pendant les études. Eh bien, il est possible que je pensais, que je cogitais, bien que cela n'était pas sollicité par le prof. Par la suite, une ramification intellectuelle m'a porté sur l'horizon d'une autre association, d'un autre contexte que je trouvais intéressant, que je voulais dire aux autres, et je me suis croché, et peut-être ai-je, dans ce domaine, pensé les choses, alors que le mandat du prof ou de la prof était tout à fait différente. Mais moi, je trouvais que ma capillarisation était plus intéressante. Et parfois, tu dis toujours les mêmes choses, me disait-on. Tu radotes. Comment peut-on s'intéresser pour la logique de nos jours? Ou pour Wittgenstein, c'est un peu guindé, tu parles toujours des mêmes choses. Toi et ta philosophie. Et je disais que c'était que pourquoi on ne peut pas parler la même chose, puisque c'est tellement fascinant. Pourquoi ne pas en causer ce qui vous fascine? C'est aussi la différence que beaucoup de personnes qui ont le syndrome Asperger, lorsqu'ils se servent de la langue pour se communiquer, pour s'en nourrir, eh bien, pas toujours des mêmes choses, parce que c'est tellement fascinant et ce n'est jamais fastidieux. Alors que les autres, ils doivent toujours être avides de sensationnel, de graveleux, friands de nouveautés, en pleine discussion. Ils arrêtent en milieu d'une phrase, ils sautent sur un autre sujet, de façon prime sautière, mais ne commencent pas à parler logiquement, mais en pleine pensée, en pleine mêlée, et ont des connexions, et plus personne ne s'en tire. On appelle cela la conversation. Possible aussi que, eh bien, on est très savant pour certains sujets. Par exemple, cette ramification dont je parlais, ces capillarisations que l'on a, ce ne sont pas des branchettes, parfois ce sont de sacrés troncs. Et pour certaines personnes, c'est du mince, mais nous, parfois, c'est un tronc très large. Et les ramifications peuvent être des branches tout à fait chargées aussi donc, de contenu et de grande qualité, symboliquement parlant. Ce qui veut dire aussi que, eh bien, dans certains sujets, on devient un expert, ayant l'âme chevillée au corps, le cas échéant. Possible aussi que des personnes avec Asperger éprouvent quelques difficultés avec la motricité, grossière ou fine, et aussi en quelque sorte dans la gestuelle. Possible qu'on ne sait pas qu'il faut marcher comme ça quand on déambule et qu'on ne bouge pas de ses bras quand on marche. Ou ce qui souvent me fait, je me crois dans les embrasures de porte, je reste croché, je réfléchissais et je dois regarder où est la porte et je me cogne la tête. Ou je heurte cela de ma jambe. Bien que normalement, je suis qualifié de sportif, mais quand je fais du sport, je suis focalisé sur le sport et non pas sur notre pensée, et là, ça va très bien alors. Il est possible aussi que de temps à autre, eh bien, on a des connexions bizarroïdes pour les autres, des drôles de comparaisons. Mais il y a parfois des choses novatrices qui en résultent. Je me souviens, c'est en 3e année scolaire, en 13e année élémentaire, je vais chez mon institut et je disais à cette dame, mademoiselle, votre visage a l'air donc d'un grand gâteau. Tiens, un grand gâteau, parce que moi les tronches normalement sont plutôt très mobiles, des objets qui méritaient beaucoup, où les muscles bougeotent, sont fébriles, et ce visage holistique intégral, je ne le reconnaissais pas. Et chez cet institut, je voyais donc ce gâteau, d'ailleurs une sympathique dame. C'était un joli gâteau, lisse, en quelque sorte tendre, et me rappelait un gâteau tout simplement. Et comme j'adore les gâteaux, et que j'avais un sacré plaisir que j'avais reconnu cette analogie, qui m'ont été géniales, je dis, mademoiselle, vous avez un visage de gâteau. Après coup, eh bien, c'était une dame très sympathique, bénévole, qui donc a ri. Elle disait pas, mais ça se dit pas, mais c'est une bêtise. Au pire des cas, c'est même une invective. Elle aurait pu le dire après tout. Et je n'ai pas compris pourquoi cela serait une invective de faire une analogie avec une chose que j'appelais de mes mots. Son visage sympathique et le gâteau que je mange. Possible aussi qu'un professeur, on le court après le cours pour lui poser des questions pendant la pause. Ça m'est arrivé plusieurs fois que je courais après parce que je ne savais pas qu'il est possible que le prof aimerait avoir sa pause aussi. Je n'y songeais pas une seconde. Et que peut-être en tant qu'homme qui a donc l'Asperger ne peut pas lire certains signaux d'avertissement, de mise en garde.
Aujourd'hui, je sais que je pose la question, est-ce que vous avez quelques minutes à me consacrer? Ou est-ce que vous aurez 2 minutes ou 30 secondes peut-être comme ça? Elle peut donc grosso modo estimer pendant combien de temps je vais donc en quelque sorte lui donner l'assaut. Ou alors, on ne lâche pas prise quand on a de l'Asperger jusqu'à ce qu'on ait une réponse, jamais de guerre lasse, et surtout une bonne réponse, pas n'importe laquelle. De temps en temps, pendant mes études, eh bien, j'avais quelques idées de quelle façon on pourrait aborder des choses, que ce fût en psychologie, que ce fût en pédagogie, dans le domaine qui m'intéressait où j'étudiais. Et je m'étais dit, voilà comment je m'y prendrais, et je vais auprès de cette prof et je lui dis, eh bien, que j'ai réfléchi comme si, par la suite, elle me dira ceci, moi je dirais cela, et ainsi de suite, les choses vont-elles s'enchaîner en parfaite filière. Donc j'imaginais ce genre de structure dialogante entre elle et moi, en l'occurrence, sans que j'étais conscient en partie que la chose n'est pas comme ça en discussion. C'est pas aussi logique que ça, parce que la prof a ses propres pensées, ses propres sentiments, ses états d'âme, ses idées, et que par rapport à mon allégation, elle ne va pas réagir comme je pense qu'elle devrait réagir si elle restait logique, selon moi. Et lorsque j'étais encore beaucoup plus jeune, eh bien c'était comme ça. Eh bien, je pensais, je vais à l'heure actuelle raconter cette histoire. Et si je vois la personne, je raconte ce narratif. Donc elle dira ceci, moi je dirai cela, et ainsi de suite. Les choses vont-elles s'enchaîner, ça sera marrant, on va rire tous les deux. Et par la suite, en partie, j'essayais de construire ces dialogues, de les préconcevoir. Je me rends près de la personne, je dis une phrase, la réplique ne venait pas, et par la suite, j'étais complètement abasourdi, tétanisé. Donc, je n'ai pas pu me communiquer pour cette raison, parce que autrui ne réagissait pas comme je pensais qu'il aurait pu ou même dû réagir. Il ne songeait pas qu'elle ne réagissait pas d'après mon propre schéma, ou comme pour moi cela aurait été censé, logique et même humain. Il est possible aussi, et cela je l'ai vécu à maintes reprises, moins pendant les études, mais lorsque je devais rattraper mon bac, ou que j'étais à l'école, eh bien, que je pouvais expliquer une chose à quelqu'un, et la personne avait une bonne note, et moi-même, j'avais donc une note insuffisante, alors qu'elle avait pogné grâce à moi. Ce qui s'explique aussi, entre autres, par le fait que si on reçoit des devoirs à remplir, ou des tâches à faire, ou si j'en ai reçu, eh bien, je n'ai pas reconnu quel était le contenu de cette tâche. Est-ce que c'était quelque chose qui était connu, qui était fixé dans ma tête, ou donc une lampe allait s'allumer? On l'a dit pendant l'enseignement, donc je vois les tâches devant moi, je dis, mais n'a aucune corrélation avec ce qu'on a appris. C'est un corps étranger, je ne faisais aucune connexion entre la question qui m'était posée et ce que j'avais emmagasiné au préalable. Avec le temps et petit à petit, j'ai commencé, avant même que je me répondais à ces questions, que je tentais de le faire pour le moi, bien que tout d'abord, eh bien, j'ai noté certaines choses qui me concernaient. Par exemple, certaines choses que je savais. Pendant l'examen, je les ai notées, et uniquement après, lorsque j'avais théorisé assez de savoir tel que par moi-même, qu'il remplisse un bout de papier, je me suis préoccupé avec la vraie question de l'examen. D'abord, je me suis préoccupé de moi avant que, rassuré, j'ai mis le grappin sur ce qui était bizarre, étranger, un texte qui rimait avec un devoir. Cela m'a donné beaucoup d'aide, mais c'était tout à fait chronophage que je découvrais cette idée. Dès que je l'avais, c'était plus simple. Un professeur à l'uni disait un bonjour. Tu fais comme si tu n'avais besoin de personne. Ce qui m'a fait un tout petit peu ruminer, à vrai dire. Comme si je n'avais besoin de personne. Ou moi qui avais tellement besoin des autres. J'aurais été essentiellement tributaire d'avoir davantage de contacts avec mes codisciples. J'avais aussi de bons contacts. C'est vrai que j'en avais. Mais il y avait des contacts à qualifier de difficiles. Et quelques-uns étaient douloureux. Et pourquoi était-il ainsi, voulais-je savoir, et je réalisais ou je disais que cela s'expliquerait par un fait précis, c'est que si je me meus dans un séminaire ou dans une salle de cours, je vais dans la salle, je m'assieds, je regarde devant moi, je baisse les yeux, ou je prends mon stylo, et souvent je l'ai tourné, et par la suite, j'ai en quelque sorte projeté les réflexions sur le plafond, je les ai regardées, ce reflet, dans ce stylo,
Et ce qui donc m'a beaucoup tranquillisé, surtout avant même qu'un séminaire n'a commencé. Cela m'a rendu moins nerveux. En tournant ce stylo avec ses reflets lumineux, je me suis tranquillisé. Je me suis mis au diapason en quelque sorte et je pensais simultanément, très bien, l'étudiant est là, il pose des questions intelligentes, est déjà là. Et maintenant, cette femme est beaucoup trop tôt normalement. Avec sa drôle de coupe, elle est là. Maintenant, elle est trop tôt alors qu'elle est toujours en train d'être en retard, donc je me félicitais de ses effets de reconnaissance. Mais je n'ai pas pu l'extérioriser et personne ne s'en est aperçu. Ce sont aussi ces particularités invisibles dont je parlais d'emblée, vous en souvenez. Et ce qui veut dire que certaines personnes ne m'abordaient pas parce qu'elles se disaient « il est intrus, il ne s'intéresse pas, il n'a pas besoin de nous, il est uniquement préoccupé de soi-même ». Je dirais que les personnes avec syndrome Asperger se distinguent dans leur information, dans leur perception, dans le traitement de cette dernière. Ce qui a sans doute des conséquences, par exemple l'orientation géospatiale. Donc si on est focalisé sur le détail et qu'on est frappé par un ressac de détails, le local n'est pas vu en tant que tel, mais on regarde les détails. Par exemple, l'agencement des chaises, que le tapis est plutôt dégarni à gauche qu'à droite, qu'une prise électrique est un peu oblique, ce qui dérange mon sens de l'ordre. On voit aussi les tables appareillées ou dépareillées. Le degré de luminosité est uniquement de façon très subséquente. On voit donc le local ou la salle dans son grand tout. Ce qui veut dire que très souvent, on a besoin de temps, de beaucoup de temps, pour se familiariser avec un nouveau local, avec un nouveau contexte. Ce n'est pas aussi rapide comme auprès des personnes qui sont tout à fait en train de survoler, qui pénètrent dans une salle, qui regardent à droite et à gauche, comme un général, tac, champ de bataille éclair, on arpente le précaré et on connaît toutes les définitions, où ils sont. Donc, je suis ici dans un auditoire, par exemple, ce qui est le cas ce soir. Et un auditoire veut dire ceci et cela. Ils connaissent la définition et l'opérabilité d'un auditoire. Et ils reconnaissent aussi, donc, les narratifs sociaux, comment on devrait se comporter dans un auditoire. Et les personnes avec Asperger ou des autistes à titre général ont besoin davantage de temps pour s'orienter, pour à travers les détails, recomposer le grand tout dans un douloureux travail de reconstruction. Et quand il s'agit, je suis dans un auditoire, eh bien, il est bien possible, qu'ils ne savent pas comment on se comporte, on se meut, ou on oserait se comporter dans un auditoire. Souvent, je ne savais pas ce que je peux faire, ce qui est interdit, ce qui est prohibé, je pouvais le retenir. Mais ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire comme être humain dans un auditoire? Qu'est-ce que je peux faire comme étudiant? Qu'en est-il en tant qu'élève, en tant qu'étudiant? Qu'en est-il en tant que quelqu'un qui a déjà son diplôme et qui est professeur? Qu'est-ce qui est d'usage commun? Qu'est-ce qui est licite? Qu'est-ce qui ne l'est pas? On ne le sait pas. Et cela ne coule jamais de source pour nous. Mais aussi, donc, comprendre la langue. Toujours la rage du détail chez les autistes et chez les Asperger. Cela veut dire que si un couple de personnes se dit « maintenant nous allons manger », eh bien, très souvent, c'est le premier qui se morceau. Maintenant, nous allons manger. Maintenant, c'est maintenant, immédiat. Et non pas quelque part, on mangera dans quelques minutes ou dans une demi-heure. Maintenant, c'est maintenant. Et je me lève. Et je réalise que si je suis le seul debout, le séditieux qui explique cela au pied de la lettre. Au pied de la lettre, et maintenant, c'est maintenant, et maintenant, c'est pas d'ici quelques minutes. L'un va encore aux commodités, l'autre lit son journal, le troisième fait encore un carnet de notes. Et cela, je le vis aussi dans ma vie professionnelle, si je travaille avec des enfants, aussi je suis avec mes collègues de travail, les médecins assistants et les médecins chefs ou directeurs de clinique, si je travaille avec tout ce grand petit monde, eh bien, nous regardons toujours ensemble. Est-ce que voilà, je vous prenne un enfant. L'enfant autiste, y a-t-il dans notre perception vis-à-vis de son enfant des différences? Comment la spécialiste avec autisme et celle sans autisme regarde cet enfant? Si je pose la question à un enfant, par exemple, est-ce qu'il y a un garçon qui a une couleur favorite? Puis l'enfant me dit, oui, en hochant comme ça, et rien d'autre. Et moi, je renchéris, j'aimerais le faire, mais quelle couleur? Et puis le gosse dit, rouge. Je dis, tu es un garçonnet qui a donc un repas favori. Oui, dit-il. Lequel? La pizza. Bon.
Cela peut aussi peut-être me séduire que des personnes sans espace, on ne voulait pas discuter. On serait donc en quelque sorte tout à fait donc seul. Non, on est logique. Est-ce que tu as un repas favori? Je réponds par oui et c'est déjà tout. Tu as une couleur favorite? Oui. Je pose la question, j'ai une couleur favorite. Pas laquelle, mais j'en ai une. Et on ne sait pas qu'il devrait poser une autre question. Car beaucoup de personnes sans autisme aimeraient donc pas charger les gens d'Asperger. Donc ils n'aimeraient pas qu'ils se sentent mal à l'aise, mal dans leur peau, pas dans leur assiette, donc ils sont plutôt plein de retenue. Donc posons pas trop de questions. Mathias, si je te pose la question, est-ce que tu as une couleur favorite? Et tu dis que oui, eh bien, c'est possible que tu veux pas en discuter peut-être. C'est pas grave après tout. Peut-être le cas, mais souvent ce n'est même pas ça. C'est tout simplement parce que je pense logique, j'ai une question favorite et je dis oui, j'en ai une, la question répondue. Dans le comportement de réponse, eh bien, on pose une question et on reçoit pléthore de textes. Moi-même, souvent, je ne savais pas eh bien, combien je devais dire pour répondre à une question ou combien quelqu'un aimerait en quelque sorte entendre de moi ce que je réfléchis. Et si donc on ne m'a pas stoppé, eh bien je discutais presque jusqu'au jugement dernier. Et un prof me dit un jour, Monsieur Hubert, eh bien, vous allez d'un détail à l'autre, hein, vous êtes spécialiste en logorée, mais vous me l'avez dit, et moi, je dis, très bien, eh bien, je vous donnerai la bonne direction, et par la suite, vous reprenez votre flot de mots. Et ce que me donne un coup de main, je n'ai pas froissé du tout, c'est intéressant, tu discutes et tu parles sans arrêt. Eh bien, j'aimerais maintenant rebondir sur tel et tel sujet, je te ramène doucement vers ces structures portuaires, essaye donc de t'y accoster. C'est très utile pour moi quand on dit cela. Par la suite, aussi les particularités du dialogue, peut-être de caractère très variable et protéiforme. La plupart des personnages, j'ai l'impression, lorsqu'ils se causent, lorsqu'ils entrent en communication, voilà le schéma qu'ils font, quelqu'un dit quelques mots, l'autre répond, réplique, duplique, etc., comme une pyramide. Et ça monte, le dialogue donc est structuré en binôme en quelque sorte. Et de temps en temps, il est possible que des personnes avec une perception autiste de leur contextualité, eh bien, c'est peut-être compliqué pour les non-autistes. Il faut davantage s'efforcer. Quelle est donc la structure complète du dialogue? Car ils disent quelque chose, et donc il y a quelque chose, et ils doivent renchérir, et il n'y a pas ce qu'ils attendent. Et voilà. Et c'est ainsi que l'énergie est là-haut, et le Thomas avec Asperger est toujours au tréfonds, n'est-ce pas? Et que le décalage se creuse entre ces deux. Si bien qu'il n'y a pas de dialogue, donc il faut peut-être plutôt être en alternance. Ou peut-être aussi le contraire, que quelqu'un dise quelque chose et l'Asperger est en train de monter comme une flèche, sautant tous les échelons intermédiaires alors que l'autre aimerait discuter d'une autre chose qui reste encore un peu ici dans les étages plus inférieurs, symboliquement parlant. Ce n'est nulle catastrophe ni grave et ce n'est pas non plus mal intentionné ni des uns ni des autres. Il faut tout simplement savoir de quelle façon on fonctionne et qu'on ne fonctionne pas comme si on restait entre soi, pour le dire ainsi. J'en viens donc aux examens particuliers, examens entre guillemets pendant mes études. Donc la latence de la réponse, je l'évoquais, donc le décalage horaire en quelque sorte, comprendre une question, la cerner. Il y a aussi des questions très simples, comme par exemple, est-ce que tu as eu des belles vacances? La plupart des personnes peuvent répondre à cette question. Les personnes qui ont une perception autiste peuvent déjà désespérer par rapport à cette question parce qu'il y avait un processus comme « des belles vacances ». Mais quelles vacances étaient-ce? Est-ce que les vacances que j'ai maintenant, ou toutes les vacances que j'avais, ou les vacances futures que j'aurai? Qu'en est-il de la beauté en la matière? Quels sont les critères qui doivent remplir pour que je qualifie un phénomène de beau ou de joli? Ou quels sont les critères que l'autre a afin qu'il qualifie une chose de belle? Et si j'avais su tout cela, et si j'en étais conscient, et j'avais encore la pensée détaillée, je ne peux pas donc avoir une liste synoptique sur la totalité de mes vacances que j'avais, celles que j'allais avoir d'ici quelques temps. Pour tous, c'était bien peut-être, non? Mais attention, je sais quelles vacances, d'accord. Je sais ce que tu entends par beau, d'accord. Premier matin, je pouvais faire la grasse matinée, c'était bien, c'était beau. Par la suite, il n'y avait pas de croissant le matin, boulangerie était en peu de stock, c'était moins joli. L'après-midi, je suis allé au Cinoche, et ainsi de suite, chaque particularité a été mise en exergue comme une chose qui s'implique, qu'il fallait vérifier par rapport donc à ce vécu, c'était beau ou pas beau, sympa ou pas sympa, et cela prend beaucoup de temps. Et ce qu'il faut aussi dire,
où je lis de façon très générale. Beaucoup de personnes avec syndrome Asperger ne savent pas, eh bien, qu'ils ne peuvent pas répondre de façon correcte à toutes les questions. Ce n'est pas possible. Ils pensent que chaque question est très importante et que c'est une question existentielle qu'on soit correct à 100%. Le reste n'est pas tolérable. Et non pas que c'est une question de belles vacances, c'est pour la politesse. Oui, c'était bien, ça suffit. Et qu'il y a une différence entre la gravité d'une question, combien étiez-vous dans ce chœur, combien on chantait cette chorale ou cet oratorio de Bach, contre la question, eh bien, combien de personnes sont des non-nageurs et combien sont nageurs si, ensemble, donc, on va faire donc une partie d'aviron. J'avais le sentiment, quant à moi, eh bien, auprès de la question combien vous êtes dans votre cœur, que je connaisse tous les registres, combien de soprané, combien d'alti, etc. Et ce qui se fait en la matière, je baisse les yeux et je réfléchis. Donc, je compte les altis, les basses, les ténors, etc. Parce que je ne sais pas qu'il ne s'agit pas de ça. La question n'est pas aussi précise, pas aussi grave, pas aussi sérieuse que ça. Elle veut plutôt dire, je m'intéresse, tu as choriste Mathias, j'aimerais discuter en toi, dis-moi quelque chose qui te concerne, mais l'exactitude, ce n'est pas nécessaire. Pour le narratif sémantico-pragmatique, donc, ce qui est implicite versus implicite. Implicite, cela savoir qu'on thésaurise sans qu'on doive y réfléchir de façon rationnelle, et ce qui est explicite, qui s'est approprié et qu'on assimile. Donc, exemple, une collègue m'avait dit, Jean-Mathias, est-ce que je pourrais te poser la question si je peux avoir donc ton manuscrit ou t'es transparent? Je dis, mais bien sûr, pose la question, je te répondrai. Elle dit, mais je t'ai posé la question déjà. Non, tu ne l'as pas. Tu m'as dit, si je peux te poser la question de savoir, et je t'ai dit, oui, tu peux me poser la question. Et la plupart des personnes savent comment c'est dit, ou autre sens, Mathias, tu me dis si tu aimerais une tasse de thé. Oui, et j'en sors mon thé, mais j'en veux absolument pas. Je te dis, je te dirai quand je veux du thé, je te dirai, si je veux un thé, je te le dirai. Mais en l'occurrence, maintenant, je ne veux pas de thé. Donc, la compréhension explicite ou le savoir explicite, en tant qu'autiste, eh bien, nous devons l'acquérir. Donc, le contexte doit dire ce qu'il entend par cela. Pas quelque chose de façon indirecte, mais dire explicitement sur quoi porte ce narratif. Explicitement, en toutes lettres. Savoir pertinent, non pertinent, je l'évoquais déjà. Aussi, donc, l'écriture manuelle, l'holographie. Je suis très lent pour écrire, à vrai dire. Et au fond, je ne peux jamais me rattraper. Je pense rapidement, l'écriture est horriblement lente et ma pensée galope toujours alors que mon écriture rampe. Ce qui a fait en sorte que j'avais donc une chose chaotique sur mon bout de papier pour la rédaction et non pas ce sur quoi portait le thème de la rédaction, mais ce qui m'était possible d'écrire pendant ce laps de temps. Donc, j'ai pu compenser cela à l'université par l'effet compensatoire que j'ai reçu, et bien que sur ma tablette, je pouvais donc taper, et non pas donc à la main, parce que je suis plus rapide en tapant la machine. Et cette compensation, pour moi, était très importante pour ce mode, en quelque sorte, non opératoire. Si je n'avais pas eu, donc, le soutien de cette filière estudiantine, eh bien, j'aurais pas terminé mes études, mais j'étais beaucoup popolé parce que des choses administratives ou s'annoncer quelque part, s'inscrire en temps utile, c'était pour moi un stress terrible au début, des problèmes qui se sont coalisés contre moi. Donc, venez à midi, adressez-vous à tel et tel guichet, et je vais auprès du secrétariat, et puis l'été, je suis absent, patienté, je reviens. Oui, mais quand revient à tel, je suis absent, je reviens, et pendant combien de temps je peux broter, etc. Un monde plein de complications. Et comme je m'étais préparé pour m'inscrire donc auprès d'un secrétariat, et bien de façon minutieuse, j'avais tout ce plan dans ma tête. Comment vais-je m'y rendre? Comment vais-je donc prendre la voie? Où je vais bifurquer? Sur quel côté je traverse la rue, etc. Où vais-je regarder? Comment je frappe à la porte? Comment mes questions, tout cela, j'avais dans ma tête comme un plan de bataille et on l'a écrabouillé parce qu'il y a une fiche. Je reviens plus tard. Me voilà déboussolé et je rentre chez moi. Complètement déprimé et le service de consultation estudiantine m'a donné un gros coup de main ici et ailleurs. Les examens, j'ai pu les faire dans un local où on s'est séparés, ce qui était très utile pour moi. Parce que si je l'avais fait avec les autres, vous avez une centaine, 300 personnes, le cas échéant, à l'Union de Berne, ou de Zurich où j'étais, donc je vois chaque changement, les gestuels, les gens qui tournent la tête, qui respirent, qui tournent les yeux, etc., qui sont en désespoir, tout cela est en train
en quelque sorte de me bouleverser. J'ai mes propres sentiments, mes propres que je fais. Si je tourne ma tête, eh bien, ça fait du cri-cri comme ça. J'entends encore le col, le frou-frou près de ma peau, ou aussi donc toujours mes vêtements. C'est très utile que j'ai pu faire l'examen presque dans un isoloir. Pour mon travail professionnel, un nouveau saut dans un autre parage de la vie que voici. J'aimerais vous dire, eh bien, la motivation professionnelle. Qu'est-ce qui me motive de travailler comme je travaille à l'heure actuelle? De boulonner comme je le fais, dans la mesure où je peux mettre à contribution les expériences de ma propre biographie, de ma propre vitalité, et que je peux les faire répercuter sur mon travail. Eh bien, ma vie, ma biographie, une partie de ma biographie fait un certain sens et logique pour le contexte qui m'entoure, ce qui au début n'était pas le cas du tout pour moi. Je me souviens d'une situation, un jeune gars avec un bouquin chez moi, bouquin sur les papillons. Il s'agit donc de la détection s'il pourrait être autiste ou pas, ce garçonnet. Donc il m'aborde avec son bouquin de papillons et ma collègue de travail, Madame Esther Manzer, avec laquelle nous travaillons dans mon dicaster avec d'autres psychologues aussi, avec la fondation, où nous avons fait la permanence autiste il y a 10 ans, eh bien, elle avait toujours posé la question de pédopsychiatre à son enfant, et moi j'ai posé des questions spécifiques à l'autisme, et nous avons vu eh bien, comment l'enfant réagit à ces différentes interventions. Y a-t-il des différences, y a-t-il des traits communs dans la façon dont l'enfant ou l'ado réagissait à moi et à elle? Elle disait à ce gosse, par exemple, « Est-ce que tu as déjà regardé tous les papillons dans ton beau bouquin ?» Et l'enfant n'a pas réagi et a donc feuilleté. Et je me disais, donc s'il est autiste, il va vérifier s'il a vraiment regardé chacun de ses papillons. Et oui, il feuilletait. Et c'était précisément comme ça. Donc, il n'a pas dit le propre chose, oui, oui. Des garçons ont dit, oui, bien sûr, j'ai regardé tous ces beaux papillons. Et d'ailleurs, je peux aussi prendre le train moi-même et je pourrais piloter un avion si ma maman me laissait, etc. Ben, cet enfant, eh bien, a pris cela littéralement. As-tu déjà regardé tous les papillons dans ce bouquin, toutes les photos, toutes les iconographies? Et il a vérifié, il a contrôlé et il a feuilleté. Il n'a pas pu dire oui pour ne pas dire une vérité partielle. Même si beaucoup savaient, ou que les patients savaient, mais il connaît chaque papillon par cœur. En avant comme en aval, il est tellement fort en la matière, il a tout retenu, mais il voulait vérifier. Eh bien, si on ne le sait pas, si on est dans l'ignorance, si on pose la question au bambin qui a une perception autiste de la vie, il est possible, et c'est pas mal intentionné de la part du contexte, on ne fait pas de façon mal intentionnée parce qu'on aimerait stresser le gosse, pas du tout, mais il est possible qu'on dise, écoute, j'aimerais que tu fermes le bouquin, t'arrêtes de feuilleter, regarde-moi s'il te plaît, je t'ai posé une question, mon cher. On ne réalise pas que l'enfant, donc, déjà, est en train de préparer la réponse. Car s'il s'agit d'un enfant à perception autiste, eh bien, il est tout à fait possible que ce garçon, eh bien, ne peut pas utiliser le gestuel ou le mimétisme comme les autres, les enfants qui ont les yeux qui disent « Oui, tous les photos, bon, regardons voir ». Et par la suite, le contexte c'est « Ah tiens, cet enfant probablement est en train de travailler, il a perception autiste ». Pour nous, les Asperger, pour nous, les autistes, le contexte ne le sait pas. À notre détriment, et on dit la question est en train de s'effilocher, elle se traduit par un non-lieu, faut-il la répéter, ou le bonhomme ne s'intéresse pas, alors qu'il est en train de ruminer et de préparer sérieusement la question, ou plutôt la réponse à la question. Et par la suite aussi, je dis de temps à autre que j'ai une certaine intuition pour d'autres personnes qui ont autisme, pas forcément pour des personnes neurotypologiques sans autisme, mais pour des personnes à patients autistes, il y a aussi ce qu'on appelle une reconnaissance intuitive de ma part, ce qui est un peu tributaire de nature des choses peut-être. Aussi, ma collègue au travail me dit, imagine-toi, en enfant, il y a un magicien qui vient, prestidigitateur, et ce magicien eh bien, est en train, en quelque sorte, de faire de tes familles des animaux. Quels seraient donc les animaux où il pourrait les enchanter? Eh bien, peut-être que si cet enfant a une perception autiste, le garçon ne peut pas répondre à cette question. Et l'enfant réfléchit et dit, je ne le sais pas parce que je ne connais pas le magicien. Je ne sais pas comment donc, quelle est la magie qu'il fait et quelles sont ses prédilections, dans quel animal, dans quels animaux il aimerait donc transformer les membres de ma fratrie. Et c'est vrai que la plupart des enfants
qui n'ont pas une perception autiste et on leur pose des questions traditionnelles de la personne sans autisme, eh bien, ils savent pertinemment qu'avec le magicien, c'est eux-mêmes qui sont évoqués, que eux devraient donc métamorphoser les enfants ou les familles en animaux ou en animal. Ou encore autre chose. Un adolescent, cette fois-ci, comment vous dire, donc on dit bonjour dans la salle d'attente, on va donc dans la salle et lorsque la discussion est terminée et la collègue dit la discussion est terminée, eh bien l'ado est en train de sortir en courant de la chambre et il est possible que cela soit qualifié d'impoli parce que la plupart personnes n'ont pas pris, on ne déambule pas, mais on se lève, on donne la main, on regarde, au revoir, merci, à la prochaine et par la suite on est en train d'évacuer la salle. Et je me disais, eh bien, il s'agit toujours dans ce contexte-là que ma pensée autiste, je dois l'activer si je rencontre des personnes qui ont donc un diagnostic d'autisme, qui ont un soupçon d'autisme, que je les vois, je me disais, il est possible que si la perception est autiste, eh bien, que la personne, en quelque sorte, retient la chose. Une chose a commencé et qu'elle retourne à l'endroit où la chose prend fin. Donc, si on dit bonjour dans la salle d'attente, eh bien, on prend congé aussi dans la même salle d'attente et pas dans le cabinet médical. Et je dis aux parents, il est possible que cet ado attend pour donc dire adieu dans la salle d'attente. Et c'est vrai, il était déjà vers nous et nous tendait sa main. Il était prêt de prendre congé, donc il y a certaines différences. Et si on le sait les uns des autres, il est possible d'éviter beaucoup de malentendus et beaucoup moins de quiproquos aussi qui en résultent. Aussi, certains comportements sont évocateurs. Quelqu'un met la tête sur la table quand on lui cause. Bien sûr, si on l'interprète de façon traditionnelle, cela veut dire il est fatigué, il est abattu, il est complètement déprimé, il décroche, complètement décroché. Mais il est possible que cela ait un autre signifiant. Un adolescent ou un gosse avec syndrome Asperger autisme, cela veut dire eh bien, que l'enfant veut tendre l'oreille. Donc c'est mieux si on a bien appuyé la tête sur le bâton, on est moins détourné par l'autre. Il y a des enfants, quand on leur pose des questions, eh bien, ils se mettent de côté. Pas non plus parce qu'ils ne sont pas intéressés, mais c'est le contraire qui fait foi. Parce qu'ils veulent fournir une bonne réponse et en se détournant, eh bien, ils sont en train de se reposer sur eux-mêmes en préparation donc de la réponse. Et en se détournant, ils répondront davantage du style à la question qui leur a été posée. Il est possible que quelqu'un vous approche et l'enfant, que l'adolescent, eh bien, est en train de se boucher les oreilles lorsque l'autre personne commence à parler. Alors on pourrait dire, c'est pas très poli, tu veux pas du tout me tendre l'oreille au sens littéral du terme, tu fais donc un déni d'écoute. Cela peut dire aussi que quelqu'un dit, eh bien, on m'aime pas, il m'aime pas, donc je suis pas très sympathique, donc il se bouche les oreilles. Eh bien, pour un autiste, cela peut dire, eh bien, que la personne est effrayée. Effrayée quant à cette mot qu'il apprend d'assaut comme ça, à l'improviste. Parce que la prédiction sociale ne fonctionne pas auprès d'une personne dite normale. La plupart des personnes, eh bien, si quelqu'un s'approche d'eux et leur tend la main, eh bien, peuvent subodorer, peuvent anticiper ce qui va s'en suivre. La personne vient à ma rencontre pour me dire bonjour. Et si la personne encore sourit un tout petit peu, fait un clin d'œil, les gens savent, tiens, viens chez moi pour me dire bonjour, me dit une sympathique chose, ou donc on est en train de me taper sur l'épaule, on peut donc subodorer des choses, on les connaît intuitivement. Les autistes n'ont pas ce genre de connaissances. En tout cas, souvent, ils ne l'ont pas. Et il est possible qu'on voit que quelqu'un s'approche, il est à quelques encablures près de moi, il va dans ma direction, mais on n'a aucune idée qu'on va se faire interpeller, ni apostropher par exemple. Autrefois, souvent, eh bien, j'étais complètement surpris par des voix, par des gestes, par l'accolade, n'est-ce pas, qui était bien intentionnée et qui m'avait tétanisé. Je commençais donc à me dépatir parce que je ne le prévoyais pas. Et une personne qui vient ex nihilo, eh bien non, on se bouche les oreilles parce que ça vous effraie tellement, non pas qu'on ne veut pas tendre l'oreille, mais parce qu'on est effrayé et parce qu'on aimerait se protéger. Parfois, je pose la question, comment es-tu venu ici? Je ne t'ai pas vu arriver. C'est quelqu'un donc vient dans mon cabinet. Mais encore une fois, il est bien possible que cela ait déjà une drôle de question.
Comment suis-je venu? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Comment suis-je venu ici? Donc, en transport en commun, en taxi, en trolley ou à pied? Suis-je venu avec motivation, mal ou bien luné? Par quelles circonstances suis-je venu? Est-ce que mes parents m'ont dit qu'il fallait que je me rende auprès du cabinet ou parce que j'ai été annoncé ou inscrit par quelqu'un? Donc chaque question renvoie à tant d'autres, à beaucoup de potentialités d'explication. Et quelque part, et je l'ai vécu moi-même, on peut donc remettre le temps qu'on veut. Quelle est l'interprétation de la question? Je réalisais, eh bien, je ne pige pas, je n'ai jamais de réponse correcte. Il y a toujours trop de variantes. Donc, comment est-ce que tu entendais ta question, pourrais-je dire alors? De temps en autre, on a quelqu'un, un vis-à-vis, eh bien, qui essaye de reformuler la question, de l'expliquer, que l'on sache dans quelle direction on devrait penser, devrait pouvoir penser. Et par la suite aussi, lors d'examen, quand j'ai dit « Comment vous entendez cette question ?» Mais comme je l'ai dit, me répond-il, littéralement. Et alors là, je me suis dit « Intéressant !» À part ça que je dis, mais quel idiot c'est, quelle fadaise qu'il me raconte là. Comme je l'ai dite. Je dis rien du tout. Je comprends toujours rien. Comment vous intentionnez votre question. Mais d'autre part, je trouvais que c'était excitant de constater que donc mon vis-à-vis dit que sa question, par définition, est logique et qu'elle n'a qu'un seul sens et qu'elle doit finir par aboutir à bon pont, ce qui souvent n'est pas le cas. Mais les personnes, eh bien, qui vivent plutôt dans un langage contextuel et qui s'en servent, eh bien, n'ont pas besoin de cette exactitude, parce que pour eux tout est clair. Ils ne différencient pas beaucoup, pas toujours, hein, ils ont aussi leur malentendu, hein, bien évidemment. Même cela n'est pas à contester. Mais quand même, ils sont moins ambitieux à l'égard de la langue et par conséquent ont moins de complications avec des questions, parce que je pense qu'ils ont une socialisation similaire. Certaines questions et certaines réponses sont toujours en réciprocité et la terminologie est en quelque sorte codée et aussi décodable pour tout le monde. Cinq minutes au-delà du temps qui m'est imparti. Parce qu'on a dit 1 heure de communication et par la suite un échange interactif. Et j'espère que ce n'était pas trop grave pour vous. Et c'est ainsi que j'aimerais clore ma communication. Die Fragen sind hiermit eröffnet. Haben Sie an Herrn Huber Fragen, zuspitzende Fragen, Themata, die Sie gerne interessieren würden, die er noch etwas weiter ausholen sollte? Die Fragen. Mesdames et messieurs, vous parlez à haute voix, je l'ai traduit directement en allemand et parler en haute voix que... Wie haben Sie während Ihres Studiums es geschafft, Ihre Gedanken zu ordnen? All das, was in Ihrem Kopf so herumspukt, wie haben Sie das ordnen können? Wie haben Sie sich auf eine Prüfung konzentrieren können, zum Beispiel? C'était pas une sinécure, vous l'imaginez bien. Très souvent, j'essayais de le faire le soir, après coup. Au lieu de dormir, je passais en revue ces pensées, cet imbroglio que j'avais dans ma tête. La tête me tournait d'ailleurs. Et encore davantage, j'essayais d'ordonnancer ce que j'écoutais pour le classer dans mes catégories, de le mettre dans mes petits tiroirs, comme je disais, ou dans des petits récipients, dans des vases, comme je le présentais. Et c'était très chronophage toujours. C'est pourquoi j'avais donc des insomnies. Parce que j'avais un tel ressac qui était en train de déferler sur moi que dans la situation, je ne pouvais jamais traiter les choses, mais j'ai trimballé tout cela dans ma besace et uniquement lorsque j'avais donc un certain recul et que j'étais un peu moins stressé, moins énervé, j'ai commencé à faire la part des choses, à séparer mon grain de l'ivraie en quelque sorte. Pour les examens, ce que j'ai fait, eh bien, je me suis focalisé sur les intérêts spéciaux que j'avais appris, que j'avais lus. Donc pendant un premier temps, on avait donc un peu la formation basique.
Dans ce domaine, j'avais davantage de difficultés que lorsque, dans la structuration, on pouvait plutôt se brancher sur des spécificités. J'avais l'embarras du choix d'après mes spécificités. Dire, par exemple, eh bien, talent et handicap, je peux faire un travail de proséminaire par rapport à talent et handicap. Je peux faire un travail de séminaire supérieur sur ce même sujet-là. Je peux faire aussi un mémoire de licence sur le talent et le handicap. Donc, j'ai toujours un peu repris les mêmes sujets qui m'apportaient et j'avais donc surmonté ainsi cette filière. Comment vous dire, j'avais dans mes sujets, j'avais mes balises référentielles, j'avais ma signalétique en quelque sorte pour apprendre ce qui était moins intéressant pour moi. Et par la suite, j'ai réalisé avec le temps que tout ce que j'entends, tout ce que j'écoute, surtout, eh bien, peut avoir quelques accointances avec moi, avec mes propres pensées. Cela peut être une chose partiellement connue, bien qu'à l'heure actuelle, je me dise, je ne connais rien, je pige que peu d'âne, je comprends rien. Alors j'ai commencé à dépecer. C'est tellement curieux, ce sujet ne m'intéresse pas. Mais attention, mais la structure de ce narratif, la structure purement formelle, elle me rappelle un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là, j'avais comme un pont franchi sur la rivière. J'accostais à l'autre bout de la rivière, cela a quelques éléments avec ma façon de penser. Mais c'est assez pénible, à vrai dire, toujours de rebondir, de retourner à la case de départ, quelque chose qui vous rappelle une chose évanescente qu'on a prise, qu'on a refoulée et qui remonte par la suite. Et c'est aussi ce que les non-artistes, eh bien, interprètent par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, si vous êtes dans une nouvelle situation, vous avez toujours quelque chose qui vous rappelle le passé. Vous avez toujours un effet de reconnaissance. Et chez moi et chez beaucoup d'autistes ou de personnes avec syndrome d'Asperger, c'est plutôt que nous sommes en train de vivre quelque chose dans une situation et on se trouve dans une autre situation, eh bien, on pense que le monde a été inventé de fond en comble, n'a aucune accointance avec ce qui était autrefois. Et là, on a parfois besoin de passeurs. Mais oui, regarde, il y a quand même un pense-bête par ici. Ce sont des tâches intéressantes parce qu'il y a aussi la couleur bleue. Et bleu, c'est ta couleur favorite. Peut-être que cela pourrait t'intéresser parce que tu trouves quelque chose de bleuâtre. Tu comprends rien, mais cette couleur bleue, c'est quelque chose qui t'interpelle. Il faut haute voix et vous lever peut-être, sinon j'entends rien, ou vous rapprocher de moi peut-être. Merci. Ich hätte gerne diese ganzen Neurotypiker mal hinterfragt und wie sie damit umgegangen sind. Ich habe mit autistischen Schülern oftmals gearbeitet und ich gehe vom Grundsatz aus, dass wenn ich ihnen etwas erkläre, beispielsweise eben wie ihr System funktioniert, in das sie eintreten müssen, wenn ich ihnen das auseinandersetze, dann ist das ihnen eine große Hilfe. Haben Sie dasselbe Erlebnis gehabt oder mussten Sie selber offensichtlich so Ihren Modus zu schaffen, um mit der Welt zurechtzukommen? C'est tout à fait utile si quelqu'un vous explique eh bien, ce qui va se faire dans tel et tel contexte. Et avec quelle précision cela va-t-il se faire, pendant combien de temps et qu'est-ce qui vient après? D'avoir ce genre de balises, une fois de plus. Et ces balises, souvent répétées, souvent détaillées, m'a beaucoup aidé parce que c'était comme si certains segments qui étaient plongés dans les ténèbres devenaient éclaircis, devenaient prédictables. Et dès que c'est prédictable et prévisible, on peut aussi davantage poser des réflexions, je réussis ou je ne réussis pas. Mais si tout est en chaos, ou tout dans les ténèbres et que le chaos vous bouffe littéralement, vous ne pouvez pas savoir ce que l'on peut, ce que l'on ne peut pas. Donc, on m'a beaucoup orienté, surtout dans la famille d'origine. Eh bien, j'avais donc des parents qui m'expliquaient le monde à leur façon, que pour moi, cela devenait intelligible, assimilable. Surtout ma maman qui a beaucoup parlé. Elle a beaucoup parlé quand elle a fait quelque chose. Elle s'est commentée elle-même. Elle ne disait pas... Enfin, elle n'était pas seulement fâchée, mais elle dit « Mais maintenant, je suis sacrément fâchée, alors quoi le bien ?» Ou « Maintenant, je réfléchis, mon Dieu, réfléchis, qu'est-ce qu'on pourrait acheter pour samedi ?» Ou encore, quand on regardait la télévision, elle disait « Mais regarde voir, cette dame, elle attend son époux et il lui apporte un cadeau. » Et maintenant, elle est tout à fait contente qu'il reçoive bientôt son cadeau. Le bonhomme arrive. Oh, il est bien triste. Il a oublié le cadeau.
Donc, et là, en quelque sorte, pour moi, traduit le narratif social dans une verbalité, ce qui m'a beaucoup appris. Donc, je tombé dans ce qu'il me racontait et je savais davantage que j'aurais su si j'avais uniquement regardé ce film et si cela avait uniquement donc imprégné ma propre pensée. Donc, la prédictabilité est une chose des plus importantes. Et les gens sans autisme en ont besoin aussi. Donc, si je vous secouais, madame, et que je vous mettais en circulation libre en pleine jungle, débrouillez-vous, démerdez-vous, allez-y, vous êtes intelligente, d'ici 2 semaines, je vais voir comment vous allez, eh bien, vous aurez beaucoup de difficultés de survivre, je pense. Ou est-ce que je me trompe? À moins qu'on ait fait des entraînements de survie. On ne connaît pas les bruits, on ne sait pas quand c'est matin, quand c'est le soir, comment peut-on manger, etc. Et par la suite, on essaye de se repérer. On essaye de trouver ce qui vous donne un coup de main afin qu'on puisse se sentir un peu mieux ou moins dégueulasse. Donc, on essaie de trouver des choses connues. Par exemple, y a-t-il quelque part une sente vicinale? Parce que si vous avez une sente vicinale, cela veut dire, eh bien, d'autres humains ont passé par là. Et si la sente vicinale, eh bien, ne cesse pas d'exister quelque part, parce qu'on s'est fait bouffer par un lion, eh bien, on peut peut-être trouver quelque part un village. Donc, on essaye en quelque sorte de se repérer dans une nouvelle situation et de se mobiliser des repères qui vous rendent la vie prédictable, symboliquement parlant. Et c'est ainsi que la vie semblait comme si on était dans une jungle. C'était mon impression. Toujours perdu dans une jungle et les gens vous poussent vos épaules. Allez, vas-y, tu ne veux pas te casser la gueule, ça ira. Et on ne sait pas ce qui vous attend au contre-tour. Et par la suite, eh bien, cette prédictabilité vous donne un coup de main. Expliquez, verbalisez ce qui vous entoure. Eine weitere Frage. Also wenn Sie etwas lernen auf eine Prüfung, wie haben Sie das Wichtige vom Unwichtigen unterschieden? Wie die Spreu vom Weizen getrennt? Wie haben Sie den Lerneffekt erzielt zwischen wichtig und unwichtig? Au fond, je ne l'ai jamais compris. J'ai tout appris tout d'abord. Je me suis empiffré, mais ce n'était pas une réussite. Mais j'essaie de m'empiffrer. Comme vous le dites, c'est la difficulté, vous l'avez reconnu, vous avez fait bouger en posant cette question. Et je me souviens donc à l'université, à l'examen d'état écrit, j'ai écrit donc cet examen de 4 heures. Une semaine plus tard, il y avait donc l'oralité du même prof. Et il m'a posé une question et j'ai répondu par rapport à une question qui était dans l'examen écrit. Il m'a dit, mais écoutez, on n'a pas besoin d'en discuter parce que c'était clair. Et bien que pour l'oral, vous n'avez pas repris donc en quelque sorte l'écrit pour ce sujet. Vous ne vous préparez pas parce que vous l'avez déjà eu dans l'écrit, m'a-t-il répondu. Et moi, je ne savais absolument pas que si une chose est dit dans l'écrit ou écrit dans l'écrit en toute formulation, que cela ne reviendrait pas dans l'oral. Et si je l'avais su, j'aurais pu me faire grâce de beaucoup de stress et beaucoup d'études si je l'avais su. Et pour les non-autistes, c'était clair. L'écrit, c'est pas l'oral. Ou qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, votre question que vous avez posée tout à l'heure? Eh bien, je l'ai réalisé, que j'ai fourni donc une réponse à une question qui a égayé les gens ou qui les étonnait. Réponse, curieuse réponse. Elle n'est pas fausse, mais je ne voulais pas savoir cela. Je voulais savoir autre chose. Et à vrai dire, je ne sais pas de quelle façon on peut découvrir l'important et de ce qui n'est pas important. Comment faire la part des choses? Parce que moi, j'ai ma définition très personnelle de l'importance. Et personnellement, je peux décider ce qui m'importe. Mais je ne sais pas ce qui pour l'autre importe ou ne lui importe pas. Donc, dans ce contexte, je crois qu'il est très positif que des enfants et que des ados, des jeunes adultes aussi, qui exercent déjà une profession, qu'ils ont des coachs, des animateurs qui leur donnent un coup de main de se repérer, de faire le tri de ce qui importe et de ce qui n'importe pas. Focal sur l'important, ténèbres sur le non-important. Ce besoin, ce soutien est indispensable. Ce serait utile si donc quelqu'un vous donnait là quelques coups de main. Car si on imagine, il faut tout apprendre, eh bien, c'est une matière tellement exorbitante, on panique, et qu'on ne peut pas réussir. Il me semble que cela coule de source. Si on sait que chaque détail est tout aussi important. Je rappelle une question, pas une question, c'était plutôt une tâche qu'on nous avait donnée. J'étais en terminale à l'époque, donc il fallait dessiner le pourtour méditerranéen avec tous les pays limitrophes. Je rentre à domicile et je dis à mes parents,
Et bien maintenant, eh bien, je ne vais plus jamais à l'école. Ça, c'est trop compliqué. Je ne peux pas le faire. Elles me disent, mais pourquoi? Elles me disent, il faut que je dessine le pourtour méditerranéen. Je ne peux pas. Elle me disait, mais écoute, c'est pas si compliqué que ça. Non, ça ne va pas. Je ne peux pas faire ce pourtour méditerranéen. Et de fait, j'ai gueulé, j'ai pleuré, je ne vais pas à l'école. J'étais paniqué, ma mère. Donc, tôt ou tard, à 10 heures du soir, elle téléphone à mon prof et me dit, écoutez, elle me dérange, mais elle aimerait l'informer que Mathias a décidé de ne plus fréquenter l'école et qu'il le sache. Et à cause donc du problème du pourtour méditerranéen, n'est-ce pas? Bon. Mes parents me disaient, mais il n'est pas méchant ton prof. Je dis, eh bien, il a fait exprès, j'ai entendu, il était mal intentionné. Le prof m'a dit, eh bien, que je l'ai au téléphone, et donc il m'explique au téléphone comment il avait intentionné. Donc il voulait dire, eh bien, tu fais une esquisse du pourtour méditerranéen qui a l'air d'un canard, et par la suite ici, vous avez la péninsule ibérienne, la France, et ce que j'avais vu, moi, eh bien, c'était auprès, donc, de chaque baie, de chaque calanque française. Chaque porture, il fallait que je le dessine de façon telle, 5 sur 5, comme je le vois sur la carte. On disait, mais regardez cela, et vous dessinez après ce que vous avez vu, m'avait-il dit. Alors moi, j'ai vu chaque calanque, chaque baie, chaque masse rocheuse. Et je me disais, mais c'est impossible, jamais, je ne vais jamais y aller. Et tous les enfants peuvent, tous les ados, moi pas. Parce que je ne savais pas que les autres ont fait donc une esquisse, une épure, et non pas que chaque structure portuaire, chaque calanque serait à reproduire. Ich hätte gerne Folgendes gewusst. Weiß man, woher das Asperger-Syndrom kommt und warum man das hat und wie das auch zu eruieren ist? Eh bien, je crois qu'on a ce syndrome parce que c'est humain, tout simplement. Ce n'est rien d'anti-humain, ça fait partie de l'humanité, de l'être là humain. Peut-être est-ce une humanité peut-être un peu rarissime, mais c'est une humanité parce que la plupart n'ont pas le syndrome d'Asperger, mais on est avec cela. C'est inné. Il y a les gens qui sont donc des survoleurs, comme des mortels, et qui traitent les informations à un autre niveau. Et il y a ceux qui ont une perception autiste ou qui ont un syndrome Asperger, mais des personnes qui ont un autisme infantile, qui sont focalisées sur les détails et qui le traitent à leur façon. Mais c'est tout aussi humain que l'autre. On dit qu'il y a aussi des préférences ou des prédilections, plusieurs prédilections. Concrètement parlant, si quelqu'un manifestement laisse tomber son crayon, eh bien, il y a la possibilité de réagir de façon sociale. Une réaction sociale serait, eh bien, on se courbe, on reprend le crayon et on le remet. Ça, c'est donc une focalisation sociale, ou une réaction à focalisation sociale, une perception sociale. Mais une autre façon de voir ce phénomène. Il y a donc la façon physique d'interpréter la situation. Auprès de beaucoup d'humains avec une perception autiste, c'est donc la préférence à laquelle on songe. C'est-à-dire, on voit tomber le crayon, on voit combien de fois donc il se tourne, s'il tombe d'abord avec la pointe ou avec l'arrière, s'il tombe de façon horizontale, et on se souvient en quelque sorte de tous les crayons qu'on a déjà laissés tomber dans sa longue vie et comment ils tourbillonnaient avant de s'écraser sur le sol.